Je te porte, Tunisie comme le nuage, ses pluies, comme la rose ses épines, comme la liberté ses ailes, comme le sang ses martyrs, comme la mer ses vagues, comme l'arbre ses fruits, comme l'amour ses baisers, comme le jour ses matins, comme la vie ses naissances, comme la naissance ses cris. Je suis parti de la Tunisie en 1976. Après un séjour en prison, j'étais arrêté parce que j'étais syndicaliste à l'université tunisienne et donc j'ai passé quelques mois et j'ai été empêché de poursuivre mes études et je suis venu faire un doctorat ici jusqu'à 1989 où j'ai fait mon retour. Avant ça, en 1981, j'ai essayé de faire une tentative d'enseigner à l'université de Tunis. Et là, le gouvernement, le ministre de l'époque, s'est opposé à ma nomination. Et suite à quoi, donc je suis resté ici depuis, quoi. Mais les portes se sont ouvertes, si vous voulez, à partir de 1989. Donc pendant 13 ans, je ne rentre pas et j'avais le statut de réfugié jusque-là, quoi. C'est de l'injustice que je ressens toujours. C'est une blessure, même dans ce que j'écris, qui a développé la thématique de l'exil, de la thématique de la contrainte, de la répression. Et donc, si vous voulez, d'un livre à l'autre, il n'y a pas comme une noirceur, mais il y a comme un sentiment insoutenable. Je n'ai fait qu'aimer mon pays, jeune, étudiant, et je lui souhaitais tout le bien, la liberté, la démocratie, pas plus. Et donc, faire payer cela à un jeune Tunisien est quelque chose quand même de négatif. Et c'est pour ça que le combat pour la liberté, pour moi, est essentiel dans tout ce que j'écris. Et au niveau des livres, des recueils, cette blessure qui était très aussi des domaines de la nostalgie dans les premiers recueils, j'ai essayé de ne pas sombrer dans la négativité ou dans le pessimisme et comment transformer l'exil en une rencontre positive. Rencontrer mon épouse, rencontrer aussi l'autre, rencontrer une nouvelle culture et transformer quelque chose avec une force morale, avec une force tout simplement de découvrir la beauté du monde, aimer toujours son pays, mais être aussi critique s'il le faut, avoir un regard critique sur les siens. Je te revois dans l'eucalyptus qui renouvelle son écorce, dans le mimosa aux 1000 boutons solaires, dans le palmier aux doigts de lumière,
dans l'olivier que nulle saison ne dénude, habillé de l'envolée des oiseaux libres, dans le chêne de liège lourd de ses songes, dans l'ombre du soir ouvert au seuil de la nuit, dans les chèvrefeuilles embaumant tes rouges gorges, dans l'aube pleine de tes rosiers, dans le grenadier aux éclats de vie. Incontestablement, le souvenir le plus douloureux, c'est le décès de ma mère quand j'avais 10 ans. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est plus lourd que la vie d'un enfant. Voir l'être cher mourir à cet âge, c'est déjà commencer à poser des questions métaphysiques. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que la justice? L'injustice? Et donc des ans, j'ai mûri malgré moi à 10 ans, me posant des questions qui dépassaient mon âge. C'est-à-dire, au lieu d'aller jouer comme tous les enfants, j'étais en retrait, silencieux. Je pouvais parler dans la palmeraie aux arbres, à la nature, au ciel, à la nuit. C'est à partir de là, je crois, que l'écriture poétique est arrivée, par ce questionnement du monde métaphysique, qui est aussi, évidemment, la réalité très concrète de la disparition de la mère. C'est un souvenir douloureux, mais de l'autre côté, la palmeraie dans Natal est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, il y a une sorte de paradoxe dans la vie. Entre le décès, la souffrance, la mort, il y a cette palmeraie magnifique. Il y a cette beauté de la nature. Donc, on pouvait aussi vivre avec les oncles, avec les cousins, avec la vie simple, la bonté des paysans, la générosité, le rapport à la terre. Il faut voir Gabès de l'époque, comment les sources coulaient, l'irrigation des jardins. On entrait dans cette palmeraie comme dans un jardin, comme dans un rêve. Moi, c'est tout simplement parce que ma formation scolaire en Tunisie, après l'indépendance, j'étais à l'école franco-arabe. Et le bilinguisme m'a suivi dans ma création au secondaire, puis à l'université. Et c'est apprendre 2 langues, 2 cultures, 2 manières de voir, et se ressourcer de la grande culture et littérature de la langue arabe classique depuis le VIe siècle, mais aussi de ce que offre la langue française, dans laquelle j'ai pu lire les grands auteurs, mais aussi ce qui a été traduit dans les 2 langues. Être bilingue, c'est aussi pouvoir regarder l'Orient et l'Occident en même temps, c'est pouvoir et vouloir dialoguer entre les langues, entre les cultures. Moi, je remercie l'école tunisienne de m'avoir donné 2 langues, et je regrette de ne pas en avoir davantage. Je ne me plains pas de bilinguisme, au contraire, c'est un va-et-vient, c'est une possibilité, et c'est aussi une manière de se comparer, de comparer les cultures, de voir les visions des autres auteurs dans ces 2 langues. Donc,
La langue française m'a pas été imposée, elle est l'héritage certainement colonial, mais on ne le sait pas, en Tunisie, la langue française a été introduite avant la colonisation. En 1842, le souverain Ahmed Bey a introduit la langue française dans un sursaut de modernité, afin d'empêcher ce qui était arrivé à l'Algérie, c'est-à-dire la colonisation en 1830. Et c'est comme ça que les Tunisiens ont eu l'enseignement bilingue en 1875, alors que la colonisation arrive en 1881. Donc c'est un choix de pays, c'est un choix de modernité, d'insuffler à la vie publique, à la société, l'apport d'une autre culture, sans que cela soit aux dépens de l'identité nationale, aux dépens des racines arabes ou musulmanes. Il ne s'agit pas d'un choix, c'est une possibilité pour moi d'abord de vouloir écrire dans tel thème. Il y a comme une sorte de nécessité, d'urgence pour pouvoir dire quelque chose. Je sens le besoin de le dire. Parfois c'est en arabe, parfois c'est en français, comme cela est possible. C'est vrai que j'ai publié davantage en français, plusieurs livres, plusieurs recueils, mais aussi j'écris régulièrement j'ai comment dire un parcours d'universitaire assez pas spécifique, mais j'ai fait des études de littérature française à l'université de Tunis. J'ai enseigné l'arabe à l'université française. J'ai navigué dans les deux langues. J'ai navigué aussi comme universitaire, comme homme de culture. Et écrire, je ne pense pas vraiment à la langue tout de suite. Je pense tout de suite comment le dire, à qui je m'adresse, vers qui, quel public, quel est le thème. Et l'essentiel, de toute façon, je pense que ce soit en arabe ou en français, c'est veiller à la qualité de l'écriture. C'est pas parce qu'on écrit en arabe, la langue d'origine, que c'est plus facile. Toute langue est une langue de créateur, une langue de création, donc il y a un travail d'écriture, que ce soit en français ou en arabe. L'essentiel, c'est de pouvoir dire « je suis plus ou moins satisfait de ce que je donne en écrivant dans telle ou telle langue ». في حضرة يونس إمري أحب الحجرة المنسية على الطريق منذ زمن بعيد الأقحوان الرهيف بعيدا عن أحذية الغزاة شجرة السندل التي تنتظر الربيع ما وراء الأودية والهضاب حيث قلبك المتقاعد يدق دون سبب أحب الجدول الذي أيقظه الشتاء سقف الطين الذي يكافح نيران الطغاة. Moi, j'ai commencé pratiquement, donc je perds ma mère à l'âge de 10 ans, mais à 13-14 ans, dès que j'ai maîtrisé un peu l'écriture, en français et en arabe, dès que je commençais un peu à pouvoir dire mon être, j'ai commencé à écrire des petits poèmes comme tous les adolescents, mais j'ai osé les montrer à des professeurs au lycée.
Et donc j'ai trouvé beaucoup d'encouragement. À 14-15 ans déjà, le choix s'est posé très vite. On parlait tout à l'heure du bilinguisme. La poésie arabe est très sévère dans sa métrique, dans sa versification, l'harouf. Tandis que pour le poème français, il était déjà libre. Donc ça me permettait davantage d'écrire en vers libre presque, même si on trouve la rime, il y avait plus de possibilités d'être libre. Et c'est comme ça que aussi les professeurs de français que j'avais à l'époque donc m'ont encouragé, et j'ai publié mes premiers poèmes à 17-18 ans dans la presse nationale. Par exemple, je me souviens d'un poème qui s'appelle la bougie. Une bougie, c'est le poète. Il illumine le monde et il se consume. Il éclaire, mais aussi aux dépens de sa vie. Donc c'était la métaphore de la bougie. C'est voilà un thème. Donc c'est un de mes premiers poèmes, c'est de considérer le poème comme nécessaire pour éclairer par la vision, par la beauté, le chant de la nature. Mais ils font comme une bougie tout en éclairant. Et il y a eu aussi le poème le vieux de 20 ans, sur la jeunesse et la vieillesse déjà. Qu'est-ce qu'un jeune, qu'est-ce quelqu'un de vieux? C'est-à-dire la question, qu'est-ce que la jeunesse, qu'est-ce que la vie? Ce sont des interrogations qu'un jeune Tunisien dans les années... mais aussi, il ne faut pas oublier, en 1967, il y a les événements israélo-palestiniens ou israélo-arabes, c'est la défaite déjà, l'occupation des terres arabes, et ça a donné pour moi la première crise. J'avais 16 ans et on sortait en manifestation au lycée déjà. Donc les choses sont allées très vite dans l'histoire de ce jeune Tunisien. Il posait des questions à 16 ans sur qu'est-ce que c'est arrivé, la défaite, le choc. Après, c'est la mort de Nasser en 70. Je passais mon baccalauréat pratiquement. Donc on est encombré par une réalité du monde politique arabe qui est très forte, vraiment. Moi, d'abord, c'est très important de préciser, pour moi, avant la poésie persane, la culture persane classique qui s'est introduite dans la culture arabe. Parmi les auteurs qui sont fondateurs même de la prose arabe, comme Ibn al-Muqaffa, mais aussi le grand poète Abou Noès, il y a donc Abou Hayyan Tawhidi, Al-Farabi, Al-Ghazali, les grands penseurs. Cette présence de la culture persane, d'abord pour moi, elle a été dans la langue arabe. Ils ont écrit, ils ont enrichi la langue arabe elle-même, ils ont discuté, même s'il y a eu des tensions entre Jahad, par exemple, Chouroubiyya. Mais ensuite, il y a eu les grands auteurs, Sohrawardi, après Nizami, il y a eu les Saadi, Hafez. Quand on lit Hafez, il a influencé Goethe. C'est-à-dire, quand on lit Goethe, le Diwan de Goethe, il dit de Hafez qu'il est son maître. Donc, si vous voulez, même en lisant la littérature occidentale, la poésie occidentale, on trouve la poésie persane. Tout le XVIIIe siècle occidental est influencé par la pensée et par la poésie persane. C'est une réalité. C'est-à-dire quand il y a des personnages chez Goethe qui s'inspirent de Hafez. Ensuite, si vous voulez,
Cette poésie, évidemment, on ne peut pas oublier Omar Khayyam, on ne peut pas oublier les grands auteurs turcs qui ont écrit en langue persane jusqu'au XIIIe siècle, comme Rumi. Donc il y a toute la pensée mystique, la soufie qui a influencé la poésie d'une manière générale. Jusqu'aux modernes, comme Ahmed Chamlou, ou pour moi le romancier Sadr Hidayat. Moi je suis quelqu'un de très ouvert à la culture, pas seulement persane ou arabe. Je peux lire les auteurs scandinaves comme Norbant ou Sjöstrand c'est-à-dire la culture n'a pas de frontières. La culture c'est vraiment des vases communicants. Et on ne peut pas dire que l'auteur écrit de son pays tout simplement. On peut trouver des poèmes en Écosse, les poèmes d'Ossian qui influencent d'autres poètes. On peut trouver des poètes arabes qui influencent les Mexicains. Aujourd'hui, surtout à l'époque moderne, la poésie internationale est un bain où s'entremêlent les poèmes, où s'entremêlent les visions, parce que moi je dis tout le temps que j'ai des frères en poésie et des sœurs en poésie qui sont Garcia Lorca, qui sont Ritsos le grec, qui sont Pablo Neruda, qui sont Nazım Hikmet. Ce sont mes frères en poésie. Et leur univers me ressemble, je ressemble à leur univers, il y a une communication. Et évidemment, les poètes persans, je dirais iraniens aujourd'hui, sont des poètes aussi qui combattent l'injustice, l'intolérance, ils veulent la liberté, l'amour de la terre, l'exil. Ce sont des poèmes, ce sont des thèmes modernes, ce sont des thèmes qui correspondent à la recherche, à la quête de la poésie actuelle. Non, je ne dirais pas source d'inspiration, mais il y a un sort d'écho qui correspond à la thématique, l'amour de la liberté, la recherche de la liberté, mais aussi parfois les poètes intérieurs. Le monde philosophique dans la poésie persane est très profond. Et ça correspond à la vie intérieure de poète, l'amour de la vie contre la mort. Moi j'ai traduit un poète, parce qu'il écrit en langue arabe, il est assez connu maintenant, Mustafa Bidr, et il écrit en arabe, et je l'ai traduit parce que, je crois qu'il est kurde d'ethnie, mais son univers correspond aussi à ce qui se passe dans l'intériorité actuellement. Quand on parle du soufisme dans la poésie arabe actuellement, il y a d'inspiration largement persane, largement turque aussi, évidemment. Je regrette, j'avais été invité en Iran il y a ces dernières années, je n'ai pas pu, parce que je travaillais à l'université, ça s'est pas fait. Mais le voyage, pour moi, j'ai eu beaucoup de chance de voyager à travers le monde pour des rencontres littéraires. Justement, c'est ce que je disais, qu'il y a beaucoup de festivals de poésie et de rencontres, mais aussi pour mon travail universitaire. Et je trouve que la thématique du voyage, cette fois-ci, c'est quelque chose de très présent dans la culture arabe. Les grands voyageurs arabes, je porte le nom du grand voyageur El-Bekri au XIe siècle, Ubaydillah El-Bekri, qui est de l'Andalousie. Il y a Al-Mas'oudi avant lui, qui a écrit Mourouj al-Zahab, les prairies d'or. Il y a
Ibn Battuta. Ibn Fadlan, avant, au Xe siècle, qui est parti de Bagdad et qui fait la description des pays scandinaves et les pays bulgares avant. Ibn Battuta, c'est au XIVe siècle. Et on peut multiplier les exemples. Je trouve que cette période des voyageurs arabes a enrichi l'imaginaire, a enrichi la réalité bien sûr, mais l'imaginaire asiatique, l'imaginaire scandinave, l'imaginaire africain, et cela a permis une sorte d'éclatement des frontières. Le monde n'était plus qu'arabo-musulman, il était au-delà, jusqu'à la Chine, jusqu'à chez les Russes, comme dit Ibn Fadlan, les Vikings et la Russie actuelle. Il décrit la Volga. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a enrichi l'identité arabe. Cette identité n'est pas restée cloisonnée, n'est pas restée fermée. Évidemment, comment dire, la route de la soie dont on parle, les caravansérails, et aussi, Ibn Battuta, si l'on prend comme exemple, ils étaient des voyageurs malgré eux. C'était des gens qui allaient en pèlerinage, et le pèlerinage pouvait durer 20 ans. Parce que le pèlerinage permettait d'aller au lieu saint, mais aussi après d'aller chercher le savoir. Suivre un cours de théologie, suivre un cours de grammaire, visiter la vastitude du monde. Et c'était comme un devoir du musulman de découvrir les autres peuples, de découvrir les savoirs et enrichir son propre savoir, sa propre culture. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, malheureusement, on voit le rétrécissement de la culture. À partir de la chute du monde musulman, il y a comme une chute et la fermeture identitaire, ainsi de suite. Mais il y a un sursaut au XIXe siècle, et on voit les voyageurs égyptiens et libanais venir à Paris, et ces voyages ont permis la renaissance du monde arabo-musulman, avec Tahtawi, Rifa'at Tahtawi, ainsi de suite, Chediar, et ces voyages, comme Salem Bouhajb, le Tunisien, au XIXe siècle, ont insufflé la culture arabe moderne du piano, de l'opéra, de la comédie, de la vie constitutionnelle, de la politique, des grandes expositions. Et il y a comme une sorte d'amour de la découverte. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, voyager, c'est aussi essayer d'apprendre chez l'autre. C'est quitter l'autosatisfaction, le nationalisme chauvin, le nationalisme fermé, l'identité fermée et la menace sur cette identité. Moi, j'ai été élevé dans une famille musulmane, modérée. Les gens se respectaient. L'islam tunisien que j'ai connu, que j'ai vécu, c'est un islam paisible, c'est un islam tolérant, on peut dire, moderne, parce que Bourguiba a modernisé l'islam avec beaucoup de lois pour les femmes, pour la natalité, pour ceci, pour cela. Quoi. Et donc, découvrir en 79 ce qui est arrivé en Afghanistan, ou l'arrivée de la révolution iranienne de la sorte, pour nous, c'était un choc. Quoi. Et donc, ce poème qui s'appelle Afghanistan, qui commençait à interdire la musique, qui bastonnait les femmes, qui emprisonnait. Et donc,
Comme poète, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas cette réalité sombre d'un islam négatif, d'un islam qui embrigade l'esprit, qui empêche les femmes d'être libres, qui les couvre de la tête aux pieds, qui empêche la réalité d'émancipation. Toute ma vie, j'ai lutté pour l'émancipation de l'individu. Et voilà qu'une réalité de l'islamisme fondamentaliste, intégriste, qui se sert de la politique tout simplement pour arriver au pouvoir. Est-ce que vous êtes en contact avec les autres poètes arabes à Paris? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Par exemple oui, parce que le directeur de l'Institut du monde arabe, Shawq Abdelhamid, il est poète, il est Jihad Kazem, un poète irakien, oui, bien sûr. Et Adonis aussi. Oui, je ne suis pas un intime, mais je suis de tempérament plutôt réservé, mais c'est facile de les contacter. Moi, j'ai une chronique... Oui. J'ai une chronique en Tunisie, ça s'appelle le poème du dimanche, et j'essaie de mon mieux de traduire certains poètes arabes sur la scène. Il y a beaucoup de poètes tunisiens, mais aussi arabes, marocains, syriens, égyptiens. J'ai traduit pas mal de poètes arabes ces derniers temps. J'ai pas traduit des livres, mais un poème de Hassan Najmi en Maroc, Abdelmout Hijazi, mais aussi en Tunisie, Monsef Louhaybi, beaucoup Habib Zannad, Monsef Mazrani, il y a toute une pléiade. Les poètes tunisiens sont très présents. Il y a d'excellents poètes, femmes et hommes en Tunisie. Qu'est-ce que c'est l'exil dans la poésie arabe? Vous savez, je crois que c'est un journaliste qui s'appelle Nicolas Beau qui a écrit « Paris, capitale arabe ». Oui. C'est-à-dire que malheureusement, la réalité antidémocratique des pays arabes a fait que ça fait des décennies que des poètes ont été chassés de l'Irak, de la Syrie, de ceci, de cela, un peu partout, et ne parlons pas des poètes palestiniens qui font la diaspora. Donc la réalité de l'exil, c'est pas une invention de l'esprit, c'est une réalité. Et il y a les raisons historiques, mais il y a aussi la réalité de l'absence de démocratie. Adonis, ça fait très longtemps qu'il est à Paris, beaucoup d'autres. L'arabe et le marocain, il est installé ici depuis plusieurs années. Vraiment. J'ai rencontré aussi les poètes algériens de langue française, comme Mohamed Dib ou Katib Yassine, qui vivaient en France les dernières années. Et cette thématique de l'exil est une permanence, c'est quelque chose de tout permanent dans la poésie. Mais on voit que quelqu'un comme Sayeb, le grand poète, c'est vraiment toute sa poésie, c'est la poésie de l'exil irakien, mais avant même l'exil il y a des poètes arabes qui vivaient aux États-Unis, comme Sargon Pauls, l'Irakien, il y a des Libyens qui sont partis aux États-Unis, et on voit que là où je suis allé, à Berlin, l'Azaoui, l'Irakien, ils sont en Pologne, à Londres, à Berlin, là où le poète a pu vivre, trouver une place, trouver un refuge, un abri. Et malheureusement, c'est l'éclatement de la poésie arabe aussi et à l'étranger, c'est une réalité. Non, moi j'ai rencontré Annick aux Beaux-Arts.
depuis 79, Oui. on a parlé de la révolution iranienne, mais c'est très important de parler d'Annick. C'est la rencontre. Moi, mes premières lectures de poésie, je les ai faites à l'école des Beaux-Arts, où j'allais voir des amis tunisiens, des artistes. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Annick. Mais Annick a son univers, a sa peinture, son langage, et on s'entend parce que son langage est très poétique, sa peinture. Et donc, elle illustre pas, elle accompagne. C'est-à-dire, c'est une correspondance, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas de l'illustration. Mais ça convient à ce que j'écris et elle a son propre univers, sa propre texture, sa propre manière de s'exprimer d'une manière très poétique, la vie artistique. Donc ça, et l'éditeur a supplié presque Annick pour qu'elle collabore. Elle avait beaucoup de réserves, elle était en retrait, elle voulait pas vraiment, mais je crois que c'est maintenant le 4e livre qu'on fait ensemble, quoi. Il y a des livres d'art qui sont importants pour moi. Ça, c'est la couverture, c'est Annick aussi, c'est en Belgique. Non, il n'y a pas à l'intérieur, c'est juste la couverture. Et c'est un livre narratif, c'est comment écrire aujourd'hui pour moi un livre de poésie comme si j'écrivais un roman. Voilà, c'est un seul poème. Comment vous avez trouvé votre langage poétique en français? Je ne sais pas le trouver, moi j'essaie de l'exprimer d'un livre à l'autre. Il y a de la recherche, il y a qu'est-ce qui correspond. J'écris un peu plus simplement, j'écrivais plus difficilement les dernières années. Et j'ai l'impression que de plus en plus, je vais vers des vers très simples, vers un monde plus simple. Mais le besoin de raconter, évidemment, malheureusement, la maladie me retient et j'ai peur de ne plus jamais revoir mon pays aussi. Ça aussi, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup d'évocations, beaucoup de souvenirs. J'entends ta voix dans la clameur des plaines et des rues, les maouels comme des refrains en chœur, lavés d'hibiscus au lever du jour, les acacias caressant les nus, cette soif soudaine de libérer les fontaines, de déployer les ailes des colons, loin des vautours. Avons-nous alerté la montagne de conduire fleuves et rivières? Avons-nous supplié l'asphalte de guider nos pas vers ton amour sans naufrage ni pleurs?